Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui parler de la fin de la zone euro. Et oui, c'est assez incroyable, mais plus les mois passent, plus les semaines passent, plus la probabilité de fin de la zone euro telle que nous la connaissons aujourd'hui augmente. A fortiori ces dernières semaines avec des crises un peu partout, notamment bien sûr en France avec la récession qui revient, une crise sociale sans précédent. Les chiffres de la Banque de France viennent de sortir, on les verra tout à l'heure, sur les défaillances d'entreprises, des nouveaux sommets historiques. Et donc s'il y a des faillites d'entreprises, il y a des licenciements, donc il y a du chômage, donc il y a des risques au niveau social, au niveau sociétal bien entendu, plus la crise agricole, des grèves qui se multiplient a priori demain, ce fameux accord sur le Mercosur, est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il a fallu attendre cela pour avoir des problèmes sur l'agriculture française? Malheureusement non, on a un vrai drame aujourd'hui au niveau de l'agriculture mais de l'ensemble de la société française et parallèlement des crises politiques en Allemagne, en France, également avec les risques qui nous viennent des États-Unis. Donc tout ça fait qu'on se doit de se poser la question, la zone euro va-t-elle exploser? Et si tel est le cas, quand? Et surtout, quel calendrier nous pouvons essayer de dresser? Et puis quelles conséquences? Quelles conséquences pour nous, les entreprises, les citoyens? Quelles conséquences pour notre épargne? On va voir ça évidemment dans le détail, mais c'est vrai que ça devient assez dangereux. Je me souviens, j'avais écrit un livre en 2012 qui s'appelait « Quand la zone euro explosera ». À l'époque, c'était de l'économie fiction. Maintenant, la réalité dépasse la fiction. Donc il faut regarder ça en face, non pas pour se faire peur, mais pour savoir comment réagir. Et là aussi, encore une fois, merci entre guillemets à nos dirigeants qui ont fait quand même pas mal de dégâts sur notre économie. Les dirigeants depuis des années, bien entendu, ça ne s'arrange pas aujourd'hui, mais néanmoins, on a bien cette difficulté qui est de plus en plus élevée et qui nous menace, et qui menace donc l'ensemble de la zone euro. On verra ça dans le détail. En toute indépendance, c'est très important. Je ne fais pas de polémique, juste nous regardons l'économie et les conséquences au quotidien pour nous. Il y aura également, bien sûr, comme d'habitude, la question de la semaine, qui concernera, vous avez été très nombreux à me la poser, sur la TVA sociale. On veut encore augmenter le taux de TVA, entre guillemets, social. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est crédible? On verra ça tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on terminera comme d'habitude avec une bonne nouvelle. C'est très difficile à trouver. Alors, je dois vous dire qu'elle ne concerne pas la France, mais il pourrait avoir des conséquences pour la France par la suite. On verra ça tout à l'heure en fin de vidéo. On commence tout de suite parce que, bien entendu, le programme est chargé, vous le comprenez, avec donc actualité oblige ces chiffres qui viennent de sortir, donc publiés par la Banque de France, les défaillances d'entreprises, donc sur 12 mois, regardez bien ce chiffre incroyable. 64 650 défaillances d'entreprises, c'est un record historique. Jusqu'à présent, on était à quelques niveaux du record de 2015. Là, ça y est, nous sommes 1,1% au-dessus du record d'avril 2015. Alors bien sûr, certains me disent, oui, mais c'est une correction parce que pendant le coronavirus, comme on a aidé toutes les entreprises, il n'y a pas eu de faillite. Là, c'est une correction de ces entreprises zombies, entre guillemets, comme on les a appelées. Ça, c'était le cas en 2022-2023. Là, aujourd'hui, non, c'est beaucoup plus grave. Ça concerne l'ensemble du tissu économique, l'ensemble des catégories d'entreprises et ça devient évidemment extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, si effectivement ces défaillances augmentent au niveau ce qu'on appelle les micro-entreprises qui ont été créées justement pendant ce coronavirus, parfois pour avoir des aides ou autres, etc. Donc ils disparaissent aujourd'hui tout à fait logiquement. Si on enlève ces micro-entreprises qui sont bien sûr extrêmement importantes, mais néanmoins, là, alors regardez bien, on est 10,5% au-dessus du sommet de septembre 2009. Donc on va dire oui, mais il y a quand même 6 millions d'entreprises, donc même s'il y a 65 000, c'est pas si grave que ça. Ce qui compte, c'est évidemment la tendance, et puis surtout que 65 000 entreprises, ce n'est pas rien. Regardez, même au niveau, donc hors micro-entreprises, on est sur plus de 5 000 entreprises aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que là aussi, ça engendre des destructions d'emplois et donc un impact économique durable sur l'ensemble du territoire. Si on regarde le détail, donc par catégorie d'entreprises, voilà, c'est pas compliqué. Donc là, on a bien sûr toutes ces micro-entreprises, donc avec quasiment 60 000 défaillances. Donc c'est là, évidemment, c'est l'essentiel, mais comme on le sait bien, 98% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés, donc c'est tout à fait logique, mais c'est quand même 25% de hausse par rapport à octobre 2024. Mais regardez bien les autres types d'entreprises, notamment les moyennes entreprises, 123,8% de hausse par rapport à janvier 2020, donc avant effectivement le corona. Donc là, c'est pour bien comprendre que ce n'est pas simplement un effet corona. Petites entreprises, 133,1%, donc on voit bien qu'à chaque fois, vous voyez, il y a entre 100 et 250 salariés ou entre 10 et 100 salariés.
salariés. Donc évidemment, c'est énormément de salariés qui sont concernés, énormément de familles derrière qui sont concernées, et même les grandes entreprises, vous voyez, 133% d'augmentation. Donc malheureusement, aujourd'hui, ces défaillances commencent à devenir extrêmement dangereuses, extrêmement coûteuses. On entend également tous ces plans sociaux, je dirais, au quotidien, on en parlait la semaine dernière, et là aussi, ça ne va pas arranger la situation. On se rend bien compte que, on n'a pas les moyens, malheureusement, d'inverser cette tendance, même pire, parce que il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, donc certains veulent augmenter les impôts, etc. Et ça risque évidemment de générer une crise sociale assez dramatique. Si on regarde secteur par secteur, alors là aussi, bien sûr, il y a toujours la construction, regardez, 31% d'augmentation par rapport à janvier 2020, donc 14 000, plus de 14 200 défaillances d'entreprises. Dans le commerce également, on est à quasiment donc, plus de 13 700. Dans l'hébergement, la restauration, là aussi, 28% de hausse. Et si on regarde, par exemple, dans le transport, là aussi, 40% de hausse. Et dans les activités immobilières, là, 61% de hausse par rapport à janvier 2020. Donc c'est quand même des niveaux assez dramatiques qui montrent bien que malheureusement, tous les secteurs d'activité sont concernés. Et ça, encore une fois, c'est pas du French bashing, c'est pas du complotisme, ce sont les chiffres de la Banque de France. Moi, ce qui m'étonne, c'est que personne n'en a parlé ces dernières semaines, ces derniers jours même, encore une fois, parce que ça fait déjà plusieurs mois que ça continue d'augmenter, mais là, c'est quand même un sommet historique. Quasiment personne n'en a parlé. Non, on ne veut pas, encore entre guillemets, dire la vérité. C'est pas faire peur, c'est dire la vérité, et c'est ça qui aujourd'hui est extrêmement dangereux pour l'avenir de notre économie. Alors, dans le même temps, on nous avait dit que l'inflation était complètement jugulée. Eh bien non, comme vous le savez, elle est repartie à la hausse au mois d'octobre, et puis surtout les prix continuent d'augmenter. Donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ce tableau. C'est les chiffres de l'INSEE pour voir quels sont les prix aujourd'hui où l'inflation est la plus forte. Donc je rappelle que l'inflation, c'est la variation annuelle des prix. Donc ça ne veut pas dire que si l'inflation baisse, les prix baissent, bien au contraire. Donc que voit-on? Voilà, toujours l'huile d'olive, quasiment 30% d'augmentation. Le tourisme, quasiment 24% d'augmentation. Les frais de courrier, 11%. Alors le gaz, ça y est, ça repart à la hausse, 10,7%. Alors les taxis, vous voyez, tout le monde, je dirais, on prend pour son compte, entre guillemets, 9,9%. Les légumes frais, là aussi, ça repart à la hausse, 9,1%. Assurance santé, là aussi, 9,1%. Chocolat. Électricité aussi, 9% d'augmentation. Cigarettes, donc pour ceux qui fument. Transport aérien, 8,5%. Assurance habitation. Donc on voit que tout le monde est concerné, encore une fois. Même les services funéraires, 5% d'augmentation. Où est l'inflation là? Mais bon, admettons, vous voyez que c'est un impact effectivement complètement diffus. Il y a quand même encore des prix qui baissent en glissement annuel, donc combustion liquide. Évidemment, ça pour l'instant, c'est la baisse des prix du pétrole, mais comme le pétrole repart à la hausse, il y aura des impacts positifs dans les prochains mois. Et téléphonie mobile, moins 24,7%. Alors, je vous ai fait un tableau beaucoup plus instructif qui montre justement l'évolution des prix depuis 2021. C'est-à-dire depuis 2021, quels sont les prix des produits et les services dont les prix augmentent le plus. Et regardez bien, c'est toujours le gaz naturel. Ça, c'est quand même assez incroyable parce que c'est une facture, encore une fois, à la consommation. Ce ne sont pas les entreprises qui payent, ce sont évidemment les consommateurs. 103,5% d'augmentation de janvier 2021 à octobre 2024. C'est une hausse assez incroyable. Encore une fois, c'est ça que nous supportons quand on dit que l'inflation baisse, ok, mais non, les prix continuent d'augmenter, et donc évidemment, les salaires n'augmentent pas à l'aune de cette flambée des prix. On a toujours l'huile d'olive, où là, évidemment, ce qui s'est passé en Espagne n'a pas arrangé les choses, mais 78% d'augmentation. Transport aérien intérieur, ça c'est assez amusant. D'ailleurs, j'ai pris l'avion la semaine dernière pour aller à Marseille, des prix complètement fous, 1000 € quasiment l'aller-retour Paris-Marseille, complètement fou, mais bon, bref. Donc 65% d'augmentation. Le sucre, là aussi, 60%. Combustible liquide, donc 49%. Voilà, c'est des hausses énormes. Le tourisme également, l'électricité qui augmente également fortement. Même le train, 37,2%, on lui prend le train. Ok, on veut bien prendre le train, mais ça continue d'augmenter. Alors bien sûr, les biens alimentaires, donc les pommes de terre, donc les farines, 35% quasiment. Les légumes surgelés, 35% là aussi. Alors regardez, services menuisiers, charpentiers. Et oui, c'est finalement l'équipement de la maison, mais c'est quand même 34% d'augmentation. Voilà, le beurre, pâte alimentaire. Vous voyez, des niveaux d'augmentation énormes de plus de 30%. Évidemment, les salaires n'ont pas augmenté de 30%. Sur la même période. Il y a quand même des services qui baissent, services culturels, moins 11%, et puis services de téléphonie mobile, moins 37%. Bon, même si effectivement, c'est pas forcément le plus important, mais néanmoins, on voit que ces augmentations sont extrêmement fortes et cassent évidemment le pouvoir d'achat des ménages. Et donc, malheureusement, si les ménages ont moins de pouvoir d'achat, ils peuvent moins consommer, ce qui alimente, bien entendu, la récession. Alors, sur ce, il y a donc cette nouvelle crise, je dirais, agricole autour du Mercosur. Alors déjà, c'est un petit peu facile. Vous voyez, c'est la théorie des boucs émissaires. D'abord, il y avait Poutine, après, il y a eu Trump, qui n'est toujours pas président. Enfin, il a été élu, mais il n'est toujours pas arrivé.
il n'a pas encore pris de mesures, mais on dit que tout ce qui se passe, c'est à cause de lui. Alors maintenant, c'est le Mercosur. Ah ouais, tout ce qui va mal, c'est à cause du Mercosur. Non, faut être sérieux. Si l'agriculture va mal, c'est à cause de nos dirigeants depuis des années qui ont sacrifié l'agriculture, un petit peu comme l'industrie d'ailleurs. C'était une volonté politique de réduire, je dirais, la part de l'industrie et de l'agriculture dans le PIB français, et malheureusement, ça a marché. Donc voilà pourquoi nos agriculteurs aujourd'hui souffrent autant. C'est pas à cause du Mercosur, qui d'ailleurs n'a toujours pas été signé comme accord, on verra tout à l'heure. Mais tout ça pour dire que, voilà, dans les années 80, on avait encore 5% du PIB, c'était de l'agriculture. Aujourd'hui, ce n'est plus que 1,5% de notre PIB. Vous voyez qu'encore en 2005, c'était 2%. Donc c'est bien, là aussi, en train de baisser. Et même, si vous voulez, l'agriculture, c'était ce qui nous permettait d'avoir des excédents commerciaux. Et là, c'est surprenant, vous voyez, sur les 12 derniers mois, ce n'est que 900 millions, même pas 1 milliard d'excédents commerciaux liés à l'agriculture, alors que, vous voyez, depuis 2014, on avait 1,8 milliard chaque année, donc c'est la moitié finalement. Donc ce qui veut dire que là aussi, même si au niveau national, on a un déficit de 107 milliards, donc de la balance commerciale en moyenne depuis 2021, on se rend bien compte que là aussi l'agriculture n'a plus ses excédents. Encore une fois, une volonté politique à cause, malheureusement, trop de charges, trop de réglementations, trop, effectivement, je dirais, de contraintes, notamment écologiques, etc. On est tous pour l'écologie. D'ailleurs, les vrais écologistes sont les agriculteurs, ne l'oublions pas. Et tout ça pour dire que, malheureusement, cette écologie est en train également de tuer l'agriculture, parce que dans d'autres pays qui ne pratiquent pas ces normes, eux, on importe leurs produits, donc évidemment, ils sont beaucoup plus compétitifs que les nôtres, y compris d'ailleurs en Europe, et c'est ça qui est extrêmement coûteux pour notre agriculture, et donc extrêmement dangereux également. Comme on le voit aujourd'hui, il y a à peu près 400 000, un peu moins de 400 000 agriculteurs en France, 30% vont bientôt partir à la retraite, et les jeunes évidemment ont du mal à venir, parce que finalement ce n'est pas rentable, c'est même très dangereux, avec des suicides malheureusement tous les jours de ces agriculteurs, donc c'est particulièrement dramatique, et donc on voit bien que là aussi, on n'a pas permis justement à l'agriculture française de rester avec toutes ces politiques de terre en jachère, etc. Donc c'est ce qui fait qu'on a sacrifié l'agriculture, puis là on se réveille, ah ben non, il faut la soutenir. Ah ben non, mais voilà, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est comme l'industrie, la réindustrialisation, c'était la tarte à la crème. Notre président Macron en a parlé, on voit bien que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on est très bon pour le marketing, mais pour prendre effectivement les vraies mesures, alors là malheureusement c'est beaucoup plus compliqué, et c'est ce qui fait que l'agriculture aujourd'hui souffre, malheureusement, et va continuer de souffrir. Alors ce n'est pas lié au Mercosur, bien entendu. Alors je vous ai mis quand même, là ici, l'excédent commercial donc, de l'agriculture française. Vous voyez, donc en 2015, c'était 3,5 milliards par an. Donc sur une année, on est monté à 5 milliards en 2023. Et là, voilà, on tombe à moins de 1 milliard. Donc on vient de le voir, 900 millions. Donc ce qui, évidemment, c'est très, très limité. Et ce qui montre bien que nos agriculteurs, aujourd'hui, sont là. Ils font un travail formidable. Mais ils souffrent, avec également une hausse des coûts, des cours des matières premières qu'ils ont pris de plein fouet. Et puis ils ont également du mal à vendre, je dirais, là aussi, en bon prix. Alors on me dit, oui, mais il y a la politique agricole commune, il y a l'Europe, etc. Certes, mais là aussi, il y a tellement de normes. C'est ce que je dis souvent. Nous, on veut mourir guéri. Si voilà. On a tellement de normes qu'effectivement, alors là, on est parfait sur les normes, mais on est mort. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est ça qu'il faut absolument changer. Il faut changer complètement le logiciel de l'agriculture française. Et malheureusement, ce n'est pas ce que font nos dirigeants depuis des années. C'est pas que maintenant, parce qu'évidemment, c'est facile de prendre le bouc émissaire du gouvernement actuel. Il vient d'être nommé. Ça fait des années que ça dure, bien entendu. Et qui pourra prendre le taureau par les cornes? Il faudra déjà avoir une vraie majorité à l'Assemblée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc ça prendra encore malheureusement des années. Et sur ce, alors voilà, ce fameux Mercosur. Alors de quoi s'agit-il? Donc le Mercosur, c'est une zone de libre-échange, pour faire simple, donc avec l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie, donc des pays d'Amérique latine, bien entendu, comme vous le comprenez, à peu près 800 millions de personnes. Alors ce qui est fou, c'est que j'ai regardé dans le détail, parce que ça fait longtemps qu'on attend parler de cet accord. Donc cet accord a commencé à être négocié en 2000. Vous vous rendez compte, ça fait 24 ans. Il n'est toujours pas signé. Alors c'est ça qui est complètement fou. On a suspendu les négociations, après on a repris en 2013, et on a trouvé donc un accord en juin 2019. Et puis depuis, toujours rien. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Donc ça montre aussi l'efficacité de l'Union européenne. Et regardez bien, on est en train de se tirer dans les pattes. On voit bien le jeu d'Emmanuel Macron. Il dit « Ah non, mais moi je suis contre, je veux pas que ça fonctionne, etc. » Les Allemands sont pour, les Espagnols sont pour, d'autres pays sont pour, d'autres pays, notamment la France, sont contre, mais c'est quand même eux qui l'ont négocié également. Donc, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Et donc là aussi, ça crée des tensions au sein de l'Union européenne. Et c'est ça qui peut justement faire exploser la zone euro. Alors, en plus, le pire, c'est quoi ces accords? C'est en fait une réduction des droits de douane. Par exemple, aujourd'hui, sur les produits chimiques, donc les pays du Mercosur pratiquent 18% de droits de douane sur les produits chimiques, donc
importent donc en provenance de l'Union européenne, 27% pour le vin, 35% pour les voitures. Voilà. Donc, a priori, ça limite effectivement nos exportations vers ces pays-là. On a un très léger excédent, j'ai regardé les chiffres, on a 200 millions, c'est pas grand-chose, hein, d'excédent, nous, la France, par rapport à l'Amérique latine. Donc, c'est pas évidemment génial. Alors, en échange de cela, ils vont pouvoir exporter davantage, notamment de la viande bovine. C'est là où, évidemment, ça bloque au niveau de l'agriculture française. Mais alors, je suis tombé sur une étude de la Commission européenne, ce qu'on appelle une étude d'impact, et j'ai dû lire 3 fois la phrase, parce que, regardez bien, donc, en fait, donc, la Commission européenne a commandé une étude d'impact pour savoir qu'est-ce que ça va nous apporter en termes de croissance. Attendez, vous êtes bien assis, regardez bien. Ça va engendrer 0,1% de croissance supplémentaire dans l'Union européenne à l'horizon de 2032. Dans l'Union européenne, 0,1% de croissance. Tout ça pour ça, même pour les pays du Mercosur, ça va ramener 0,3%. Donc soyons sérieux, hein. Donc, on voit bien que cet accord, il ne sert pas à grand-chose. Alors peut-être que ça pourra servir ici ou là, bien entendu, hein. Mais néanmoins, on se rend bien compte que finalement, il y a d'autres enjeux. Donc c'est typiquement le bouc émissaire. Voilà, comme encore une fois, Poutine, Trump, maintenant, c'est le Mercosur. Pour ne pas dire que nos problèmes viennent de chez nous, nous devons nous responsabiliser. Ce qui se passe en France est lié aux erreurs stratégiques de nos dirigeants qui n'ont pas arrêté justement de dépenser n'importe comment et de sacrifier finalement et l'industrie et l'agriculture. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous payons autant. Et c'est en cela que la zone euro est en danger, je dirais, de vie ou de mort, comme préféré, c'est la même chose finalement, sachant que la zone euro n'a jamais été finalisée. Normalement, la zone euro, c'est ce qu'on appelle une zone monétaire optimale. Ça veut dire une zone parfaitement intégrée, où il y a des règles financières que tout le monde doit respecter, il y a une convergence économique et sociale des États membres, on doit harmoniser également les marchés du travail, il va être toutes des choses assez simples finalement, on doit harmoniser également des conditions fiscales et réglementaires, hein. On voit qu'il y a des dumpings fiscaux entre des différents pays, c'est pas sérieux au sein même de la zone euro, et là aussi on doit avoir un budget fédéral pour éviter les chocs asymétriques. Ça ne veut pas dire qu'évidemment on va augmenter encore nos dépenses, non, ça veut dire que, eh bien, on a un budget fédéral, et si jamais, un peu comme aux États-Unis, il y a un problème, je dirais, dans un État, mais qui n'est pas lié, par exemple, catastrophe naturelle, etc., le budget fédéral va pouvoir aider. Voilà. Mais tout ça, évidemment, on ne l'a pas fait, et aujourd'hui, il n'y a aucune volonté, bien sûr, de le faire. C'est même l'inverse, on se tire dans les pattes, comme vous le voyez, il n'y a bien sûr pas de budget fédéral. Donc, ce qui veut dire que la zone euro a exactement fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et puis le pire, c'est qu'au début, évidemment, on était 10, après on a continué d'augmenter le nombre de pays de la zone euro, on est 20 aujourd'hui, et donc au lieu de, si vous voulez, consolider l'existant, faire des soubassements solides, hein, des structures solides, on a augmenté, on a fait une sorte de fuite en avant, ça c'est très français-européen, et donc voilà, la zone euro elle est construite sur du sable. Donc les fondations ne sont pas solides, on a fait le 3e étage avant d'avoir terminé les fondations, donc ça ne peut pas tenir, hein, c'est la tour de Pise entre guillemets, mais là elle va certainement tomber. Alors je vous ai fait un petit graphique pour savoir aujourd'hui quels sont les pays qui respectent les règles financières de la zone euro. Alors, on ne va pas entrer au niveau de l'inflation, on va juste faire les 2 grandes règles, le déficit public et la dette publique. Alors oui, j'ai été très sympa parce que je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on a eu une crise assez dramatique avec le corona, etc. Donc, à la base, il fallait avoir un ratio de dette publique par rapport au PIB de 60%. Je me suis dit, allez, on va monter à 80%. On va accepter les pays qui ont eu un ratio de dette publique par rapport au PIB inférieur à 80%. Donc il y en a 13. Hein, on les voit ici, bien sûr, l'Estonie, l'Irlande, Pays-Bas, voilà, l'Allemagne, voilà, Chypre, Autriche. Après, ça s'arrête. Donc tous les autres, voilà, Finlande, Portugal, Espagne, Belgique, France, bien entendu, Italie, Grèce, on ne respecte pas nos engagements. Donc ça, c'est le premier critère, la dette publique. Deuxième critère, le déficit public. Alors là, il y en a encore moins. Il n'y en a que 11. Alors là, évidemment, normalement, un bon déficit public, c'est 0, hein, disons-le. Hein, c'est que le fait de dire faire 3% de déficit, c'est basé sur rien, bien entendu. Pourquoi pas 3, pourquoi pas 4, pourquoi pas 2 En fait, l'important, c'est de réduire ces déficits lorsqu'il y a de la croissance. Et par contre, quand ça va mal, là, c'est pas grave d'avoir un dérapage des déficits publics. Mais nous, quoi qu'il arrive, ou quoi qu'il en coûte, on a toujours des déficits énormes. Donc, si on regarde, on a gardé quand même cette barre des 3% qui était initialement prévue. Donc, on regarde le nombre de pays qui ont un déficit public donc inférieur à 3%, voire un excédent public. Il y en a 11. On les voit ici, ça commence par Chypre, l'Irlande, Portugal, un chiffre harmonisé, Eurostat, FMI, et après on a tous les autres, évidemment, et on voit que le plus mauvais pour 2024, c'est la France, hein, entre 6 et 6,5% de déficit, si tout va bien. Parce qu'on pourrait faire pire, malheureusement. Donc c'est la France qui est le dernier élève. Donc nous, vous voyez qu'on n'est ni dans le classement des dettes publiques, ni dans celui des déficits publics. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre ces 2 classements et voir les pays qui respectent les 2 critères.
et la dette publique et le déficit public. Voilà, je vous ai fait ça, un petit tableau. Voilà, vous avez tous les pays. Donc en bleu, c'est là où on respecte les règles. En rouge, c'est là où on ne les respecte pas. Et donc après, on va prendre les pays où il y a du bleu partout dans les deux cas. Et alors, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a plus que 9. Voilà, on a l'Allemagne, l'Autriche, Pays-Bas, Irlande, Luxembourg, Estonie, Lituanie, Slovénie et Chypre. Voilà, 9 pays aujourd'hui méritent entre guillemets de faire la zone euro. Tous les autres ne doivent pas être dans la zone euro parce qu'ils ne respectent pas les règles. Et finalement, ils enfreignent les règles parce qu'ils profitent justement de la stabilité de la zone euro avec la Banque centrale européenne qui a fait la planche à billets, qui a baissé le taux d'intérêt. Et c'est ce qu'on appelle un aléa moral. Comme effectivement on avait cette facilité de la planche à billets de la Banque centrale européenne, mais la plupart de ces pays, y compris nous, la France, nous n'avons pas pris les bonnes mesures. D'où le fait qu'aujourd'hui, nous sommes aussi loin. Et ce qui fait que la zone euro, évidemment, malheureusement, c'est triste à dire, mais ne peut pas perdurer, elle ne peut pas continuer comme ça avec de telles distorsions entre les différents pays. Donc à l'arrière, la zone euro pourrait rester, mais avec ces 9 pays-là. Donc il n'y a pas la France, évidemment, vous l'avez compris, dedans. Alors si on regarde sur le front de la croissance, là aussi, on avait créé la zone euro pour concurrencer les États-Unis, pour concurrencer le dollar. Évidemment, là aussi, on a raté. Et l'augmentation du PIB américain de 95 à aujourd'hui, 106,6%, dans la zone euro 53,9%, hors inflation évidemment. Le dollar est toujours plus fort en termes de monnaie de transaction au niveau mondial, c'est 70% des réserves de change dans le monde, c'est la moitié du commerce mondial, donc la part de l'euro n'a pas augmenté, même légèrement baissé. On se rend bien compte que malheureusement, de ce point de vue-là, et je suis triste de le dire, parce que à la base j'y ai cru, moi en 99 quand on a créé la zone euro, j'y ai cru, puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné, parce qu'on a fait des erreurs stratégiques. Aujourd'hui, la zone euro, évidemment, est en danger. Donc, qu'est-ce qui fait que cette zone euro est en crise existentielle et risque de disparaître? D'abord, on vient de le voir, donc il y a une divergence des politiques budgétaires. Donc, voilà, donc finalement, il y a une grogne qui s'installe entre les différents pays de la zone euro. Certains qui disent, nous, on a respecté nos engagements et pas vous, donc on ne peut plus continuer comme ça. Surtout que nous, les Français, par exemple, on veut continuer à déraper sur les comptes publics. Il y a évidemment également toujours de graves tensions au sein de la BCE. Il y a toujours Madame Lagarde qui dit, on va essayer quand même d'essayer d'aider les pays en difficulté, etc., notamment la France, peut-être faire un peu de planche à billets. Puis, notamment Joachim Nagel, l'Allemand, qui dit, non, surtout pas. Donc il y a cette dissension au sein de la Banque centrale européenne. Évidemment, il n'y a plus de leader charismatique de la zone euro, ni en France, ni en Allemagne, ni partout, ni d'ailleurs. Et parallèlement, on a un développement d'un sentiment donc europhobe au sein des populations, donc de la plupart des pays de la zone euro. Donc il n'y a personne pour soutenir justement cette zone euro. C'est ça qui fait qu'on a cette difficulté. Et d'ailleurs, l'euro baisse. Alors, il a baissé déjà sous l'impulsion de l'élection de Donald Trump, mais néanmoins, regardez bien, je vais vous rappeler, j'avais un objectif d'euro-dollar, 1,05 $ pour un euro pour la fin d'année, donc 2024. On l'a déjà touché, 1,05 $, donc le 14 novembre. Depuis le 14 novembre, on est autour des 1,05 $. Des fois, on remonte un petit peu à 0,6, mais montre bien que effectivement la crise de confiance est arrivée sur l'euro. Donc l'euro va évidemment continuer de baisser. C'est également vrai vis-à-vis du franc suisse. Voilà, l'euro continue de baisser. On est à 0,93 contre le franc suisse. Donc là aussi, ça montre bien que l'euro est en train continue de baisser. Et même vis-à-vis de la livre sterling, alors on n'est pas sur les niveaux qu'on avait, je dirais, en 2015-2016, mais néanmoins, on a bien là, cette tendance baissière qui fait que l'euro baisse également par rapport à la plupart des grandes monnaies avec lesquelles on échange. Et c'est ça qui montre qu'on a cette crise de confiance qui est là, qui est en train de s'installer. Alors, dans ces conditions, quel calendrier peut-on dresser? Alors évidemment, c'est de l'économie fiction, mais néanmoins, il faut aussi préparer. Je pense que, donc là, ça y est, nous y sommes, décembre 2024, la récession est en train de s'installer des deux côtés du Rhin, et même dans la plupart des pays de la zone euro, donc ça va être extrêmement coûteux et douloureux. Fin 2024, début 2025, on va avoir une aggravation de la crise politique en France, avec peut-être le 49.3, une motion de censure, etc. Et plus certainement une dégradation de la note de la France. On verra, c'est le 29 novembre pour Standard & Poor's. La probabilité augmente qu'il y ait une dégradation de la note de la France à simple A. On verra ça. D'ailleurs, les taux d'intérêt sont toujours au-dessus des 3% sur le taux d'intérêt 10 ans. Les taux d'intérêt à 5 ans sont au-dessus du taux d'intérêt de la Grèce. Donc on voit bien que les investisseurs aujourd'hui ont plus confiance dans la Grèce que dans la France pour réduire sa dette publique. Donc c'est quand même assez dramatique. Début 2025, on aura des élections législatives en Allemagne avec évidemment un risque très fort qu'il n'y ait pas de majorité claire, un petit peu comme en France. Donc crise politique en Allemagne également. Printemps 2025, voilà, exacerbation des tensions politiques entre la France et l'Allemagne. Donc la crise existentielle majeure de la zone euro. Et alors après, peut-être fin 2025 ou 2026, on aura évidemment peut-être un programme de dire voilà, comment on va essayer de mettre fin à la zone euro en douceur.
entre guillemets, mais c'est clair qu'on ne peut pas continuer comme ça. On perd du temps, parce que globalement, moi, encore une fois, j'aurais jamais imaginé dire ça, je l'avais écrit donc en 2012, mais je pensais qu'on allait éviter, mais on a fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire, donc maintenant la zone euro, malheureusement, ne peut plus tenir. Alors, quelles seront les conséquences? Ça va être un petit peu compliqué au début, il faut être honnête, et la France va souffrir, parce qu'on n'est pas prêt économiquement à supporter la fin de la zone euro, parce qu'on n'aura plus la protection de la Banque centrale européenne, donc évidemment, les taux d'intérêt vont augmenter sur la dette publique, on va essayer de faire la planche à billets, mais ça ferait de l'inflation. Alors est-ce qu'on fera 1 euro égale 1 franc pour simplifier, mais ça veut dire qu'il y aura également du pouvoir d'achat qui va là aussi baisser, il faudra revenir sur les anciens systèmes, mettre des nouvelles pièces, des nouveaux billets, ça va prendre pas mal d'années, donc ce sera quand même un cafarnaum assez compliqué, ça va prendre au moins 2-3 ans avant de réinstaurer un système relativement stable, et entre-temps, évidemment, les taux d'intérêt vont augmenter, donc ça va être là aussi compliqué. On va donc d'ailleurs certainement, pour les pays qui sortiront de la zone euro, remettre le contrôle d'échange, donc là aussi, ça veut dire qu'avec des droits de douane, avec là, les accords de libre-échange, ça va être très compliqué, donc on va avoir du mal à exporter, beaucoup d'entreprises vont être incitées à produire directement depuis l'étranger pour vendre à l'étranger, sans rester ici. Alors on fera bien sûr la planche à billets, mais ça ne sera pas efficace, bien entendu, donc ça va faire de l'inflation, et on a là aussi un risque d'écroulement de l'investissement, de la consommation, et donc bien sûr les marchés boursiers qui vont également souffrir. Donc vous voyez, c'est un scénario malheureusement qui n'est pas très rose. Alors peut-être qu'après ça redémarrera, c'est sûr, la France est un grand pays, mais pendant quelques années ça va être très douloureux. Voilà, tout ça en fait, nous payons encore une fois le fait que nos dirigeants n'ont pas voulu voir la réalité en face, et que maintenant nous sommes acculés, nous sommes face au mur, ou dos au mur, donc on ne peut plus avancer. C'est ça évidemment le drame. Donc, au niveau mondial, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, ça sera une crise financière type 2008 avec Lehman Brothers, mais la puissance 20, donc flambée des taux d'intérêt, effondrement des marchés boursiers, donc après bien sûr récession dans la zone euro et au niveau mondial. Alors après on verra comment on va s'en sortir, est-ce qu'on va créer 2 zones euro, ou alors une zone euro qu'on a vu tout à l'heure avec les 9 pays, une sorte de premium, puis les autres pays qui reprendront leur monnaie. Ça sera compliqué, bien entendu, ça va créer de l'incertitude. Voilà, donc je termine en disant bon courage à toutes et à tous, parce qu'évidemment, ça va être compliqué, mais voilà. Encore une fois, je suis triste de le dire, je pense que nos dirigeants ont fait tellement d'erreurs, pas qu'en France, au niveau de l'Union européenne et de la zone euro, que maintenant nous sommes arrivés là. C'est la fin de l'histoire, entre guillemets, comme l'URSS en son temps. Là c'est différent, on pensait ne pas y arriver, mais malheureusement je ne vois pas comment vous pouvoir sauver la zone euro, sauf miracle, les miracles sont toujours possibles, mais ça me paraît malheureusement extrêmement compliqué. Je voulais justement vous prévenir. Alors, pour terminer, question de la semaine, alors on me ressort la TVA, oui, il faut augmenter le taux de TVA. Je vous rappelle que la TVA vient de fêter ses 70 ans, a été créée le 10 avril 54. Donc à la base, c'était pour le taux normal 16,7. Maintenant, comme vous le savez, on est à 20%, avec des taux réduits à 5,5 et 10%. Ça ramène à peu près 200 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Donc on dit, c'est pratique, c'est un impôt indolore, ça ne se voit pas, donc on y va. Oui, sauf qu'attention, bien sûr, pour baisser les charges, je suis d'accord, sauf que si on augmente le taux de TVA, ça va inévitablement augmenter l'inflation. Donc comme on a déjà une inflation qui est énorme, un pouvoir d'achat qui est dramatique, ça ne va pas arranger la situation et donc ça va casser la situation. Par contre, cette idée de TVA sociale, ça veut dire de faire réduire les charges et faire porter une partie justement, des dépenses sociales sur la TVA, pourquoi pas, mais sans augmenter le taux de TVA. Eh oui, c'est là qu'est la nuance. Et donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il faudra réduire certaines dépenses. Voilà, encore une fois, je l'évoque, on me dit souvent, il faut dérembourser les médicaments, etc. On cherche à grappiller ici ou là. Non, il faut déjà lutter contre les fraudes sociales, à peu près 15 milliards d'euros, les fraudes fiscales également, là aussi à peu près 30 milliards d'euros chaque année. Oui, donc il faut déjà commencer par le commencement, réduire les dépenses de fonctionnement, vous voyez. Et là, on pourra y voir plus clair, mais non, augmenter encore l'imposition, y compris le taux de TVA, alors que nous sommes déjà numéro 1 du monde en termes de poids des prélèvements obligatoires par rapport au PIB, non, ce n'est pas acceptable. Donc la réponse est non, il ne veut surtout pas augmenter le taux de TVA. TVA sociale, oui, c'est-à-dire en réduisant les charges sociales, oui, mais sans augmenter le taux de TVA, c'est-à-dire en réduisant les dépenses publiques. Alors, je termine maintenant avec la bonne nouvelle de la semaine. En fait, elle vient pas de chez nous. Alors, c'est comme il y avait la réunion avec le Mercosur, elle vient d'Argentine. Alors, on a eu, le camouflé qu'a reçu notre président Macron, puisque personne n'est venu l'accueillir à l'aéroport en Argentine. Mais le président argentin, finalement, il est en train de réussir son pari, puisqu'il a réduit fortement les dépenses publiques et surtout, il a restauré la confiance. Donc là, on voit l'évolution du PIB argentin. Alors,
c'est fait de crises multiples, hein, évidemment, ceux qui se souviennent de la crise dans les années 80, surtout la crise de 2000 où le PIB argentin s'est effondré. Après, ça a redémarré. À chaque fois, ils ont fait des efforts, ça a été très coûteux. Et ensuite, là, on avait cette crise donc depuis 2012. Et là, c'est en train de redémarrer. Même l'inflation est en train de baisser. Alors, évidemment, il y a encore un taux de pauvreté qui est énorme, mais vu les drames qui ont été, je dirais, pratiqués ces dernières années, c'était inévitable. Mais une fois que la croissance va redémarrer, ensuite, la pauvreté finira, on peut l'espérer, par baisser. Et donc, ça qui est intéressant, c'est on voit que, je dirais, donc Javier Milei, qui donc a annoncé cette baisse des dépenses publiques, en fait, ils sont très très loin de nous en termes de dépenses publiques par rapport au PIB. Regardez, je vous ai mis ici le poids des dépenses publiques par rapport au PIB en France. Donc comme vous le savez, on est à plus de 57%. Alors que ça soit aux États-Unis où la semaine dernière, Trump avec Musk ont dit qu'ils allaient baisser les dépenses, on est seulement à 37. Et vous voyez que les Argentins sont autour des 32. Bon, ils étaient effectivement autour des 40 il y a quelques années. Là, c'est en train de baisser nettement. D'ailleurs, eux, ils n'avaient pas besoin de baisser autant. Par contre, nous, effectivement, on a besoin. Donc si ça peut être enseignement, c'est ça la bonne nouvelle, de dire que si on baisse les dépenses publiques, ce n'est pas un drame pour la croissance. Il faut juste baisser les dépenses inefficaces, superficielles, et soutenir les dépenses dont on a besoin, par exemple sur l'agriculture, sur le social, faire la chasse évidemment au gaspillage et aux fraudes, et à ce moment-là, évidemment, on pourra redémarrer. Voilà. C'est l'espoir de la fin de cette vidéo. Malgré effectivement le risque d'explosion de cette zone euro dans les prochaines années, eh bien, on peut encore s'en sortir si effectivement on arrive à prendre le taureau par les cornes et à prendre les bonnes mesures en France. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Espérons que ça arrivera demain. Et donc, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos pouces vers le haut, continuez pour vos messages vraiment très sympathiques. Donc, c'est formidable. Continuez. Je réponds d'ailleurs à tous les messages, c'est moi-même qui réponds. Merci également pour vous abonner donc en premium. Donc, en cliquant, il faut d'abord s'abonner normalement, après cliquer sur l'onglet nous rejoindre. Voilà, et à ce moment-là, ça me permettra de vous envoyer ensuite par mail l'ensemble des slides que je présente chaque semaine. Merci encore, on va, j'espère, bientôt atteindre les 200 000 abonnés, avant Noël en tout cas, j'espère, on fera bien sûr une belle fête. Donc merci beaucoup encore à toutes et à tous, portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.